peu quel est le degré ou le niveau d'institutionnalisation de la problématique du genre dans le pays. Et à ce niveau, on a utilisé quand même un cadre assez intéressant qui permet en fait de regarder le niveau d'institutionnalisation du genre en termes, au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau de la société civile, et la contribution aussi des médias à la prise en compte des problématiques du genre dans un pays. Et à ce niveau, on a quand même eu des résultats assez intéressants qui méritent d'être soulignés. Au niveau politique, on a quand même vu qu'il y a, à travers les différentes déclarations ou actes pris par le chef de l'État, notamment dans le contexte de la crise, on s'est dit qu'il y a quand même un engagement politique, bien sûr, qui est fort en faveur de la problématique de l'équité ou de l'égalité des genres. Et on a aussi, au niveau des différents ministères, ça c'est sur le plan organisationnel, on a déjà des points focaux genre. Ces points focaux genre sont là justement pour pouvoir aider à vulgariser tout ce qui est genre à travers les projets et les programmes dans les différents ministères. Ce qui est déjà, à notre avis, un acquis. Mais un des problèmes que nous avons constaté, c'est que de façon globale, la Guinée n'a pas une grande vision genre à travers un cadre, comment on appelle ça, à travers un cadre conceptuel de genre, un cadre conceptuel de genre, qui allait dire en gros, voici où nous sommes, voici les activités ou les voies par lesquelles nous devons passer pour qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, nous soyons ici à propos du genre. Donc ce cadre manque, n'est-ce pas? Et ce cadre de changement manque totalement dans notre contexte. Et nous avons considéré que cela était déjà un gros problème parce qu'il est très difficile pour les politiques et les programmes qui sont développés d'être alignés sur la problématique du genre si le pays lui-même n'a pas une véritable politique en la matière. Donc on a considéré que c'était quand même quelque chose d'assez important à prendre en considération et à intégrer dans notre plan de plaidoyer, surtout pour les acteurs qui sont directement impliqués dans ces décisions politiques. Alors, un autre élément aussi que nous avons regardé, c'est qu'on avait des documents de stratégie, voilà, qui nous avaient permis justement de répondre à la fois sur le plan sanitaire et le plan économique à la COVID. Et les détails de ce plan-là ont bien été abordés par Madame Yansané. Et nous, ce qu'on voulait regarder, c'était dans ces documents de politique et de stratégie, quel était le degré d'intégration au fait de la problématique du genre. Parce que le genre, on va prendre différents aspects, mais nous, ce qui nous regardait, c'était est-ce que ces politiques qui étaient là étaient des politiques ou des stratégies qui sont transformatrices du genre? Est-ce que les activités qui étaient inscrites dans ces politiques-là étaient financées justement pour pouvoir apporter une forme d'équité, au fait, dans toutes les ressources qui étaient mises en œuvre dans le cadre de la réponse à cette pandémie? Et ce qu'on a observé, c'est que dans la plupart des politiques, y compris bien sûr la politique nationale, bien sûr, de santé communautaire, qui est la politique de base actuellement en matière de mise en œuvre de la politique de santé au niveau communautaire. La problématique du genre est mentionnée dès la base où, je veux dire, les différents types de vulnérabilité dont les femmes, les adolescentes et les enfants sont victimes. Mais dans la réalité, lorsque nous allons en profondeur dans les différentes activités, on avait remarqué que en fait, la budgétisation ne tenait pas compte en réalité de la question de l'égalité des genres ou de la réduction justement de cette inégalité entre les hommes et les femmes. Donc on a plusieurs types de documents comme ça, y compris le plan de riposte contre la COVID qui avait été élaboré par la MSS, dans lequel par exemple la problématique du genre n'était pas spécifiquement mentionnée puisque c'était une stratégie qui était essentiellement orientée sur le volet sanitaire. Il y avait des partenaires de la Guinée qui intervenaient sur le terrain, qui avaient aussi inscrit la problématique, par exemple, du genre dans leurs documents de politique et de stratégie, je veux dire, sur le terrain. Mais ceci aussi, on revenait toujours à la même conclusion. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a en quelque sorte un besoin que le genre devienne l'élément central, ou les inégalités des genres plutôt deviennent l'élément central au fait de toutes les politiques et les stratégies que nous développons et mettons en œuvre, dans l'optique simplement que ceux qui sont le plus
appelle ça, ceux qui sont beaucoup plus en position de faiblesse, soit ceux-là qui reçoivent en réalité les ressources, n'est-ce pas, dont on a le plus besoin sur le terrain. Alors, au-delà de cette problématique du genre, on est aussi allé regarder un peu l'expérience des femmes et des hommes lors de la pandémie de Covid-19. Parce qu'il y avait plusieurs études, hein. Il y avait quand même des études dans les structures de santé, mais il y avait aussi une étude qui avait été menée par le ministère de l'économie et des finances, qui avait déjà démontré que les ménages étaient très affectés, mais généralement les ménages dirigés par les femmes étaient plus affectés. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était quoi l'expérience des femmes. Et on est allé beaucoup plus en profondeur et on a regardé en fonction de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'était la perte de revenus. On a regardé et on a comparé et on s'est rendu compte que près d'un tiers des femmes avaient essentiellement déclaré qu'elles avaient perdu leurs revenus parce qu'elles étaient beaucoup plus dans le secteur informel. Vous en aviez qui vendaient par exemple devant des écoles, quand les écoles ont été fermées, dans les marchés. Il y a eu assez de difficultés. On a l'expérience des femmes qui devraient sortir de Conakry pour aller chercher les feuilles, par exemple, vers Koya et qui devaient les ramener et les vendre à Conakry. On se rappelle de l'expérience au fait du blocus entre Koya et Conakry. Donc, il y a toutes ces réalités-là qui ont affecté l'économie de beaucoup de femmes. Et on sait qu'il y a beaucoup de femmes encore qui continuent de soutenir leur ménage dans notre pays. Donc, il y avait cette réalité. Mais il y avait aussi une autre réalité qu'on évite généralement d'explorer, c'est la charge de travail dans le ménage. Voilà, s'occuper des enfants, s'occuper du conjoint, s'occuper des parents. Généralement, lorsque tout va bien, les femmes ont une stratégie pour repartir ces charges entre ce qu'elles vont faire le matin et ensuite faire au marché, ce qu'elles vont faire dans l'après-midi quand les enfants vont rentrer. Mais lorsqu'on ferme tout le monde se retrouve à la maison. Les enfants sont à la maison, l'époux est à la maison, les membres de la famille sont à la maison. Donc la femme se retrouve au fait à doublement travailler pour à la fois prendre soin des enfants et prendre soin de l'époux. Et dans nos cultures, c'est généralement pas quelque chose de très facile de voir un mari qui va venir soutenir sa femme pour dire non, laissez-moi m'occuper des enfants pendant que vous vous occupez de telles choses. Donc il y a la cuisine, il y a la lessive et il y a tout ce qui s'ensuit. Mais encore, si un membre de la famille est malade, qui est-ce qui s'en occupe généralement? C'est bien sûr la femme. Ou en plus de ses charges domestiques, elle devra encore soit soigner la personne ou amener la personne à l'hôpital et tout le trajet qui s'ensuit, tout cela constituait des charges de travail énormes. C'est vrai que certains hommes aussi ont également rapporté avoir subi la même expérience, mais les proportions étaient largement différentes. Maintenant, au niveau de l'accessibilité des services de santé, je pense que ça revient toujours à la même question. Comment est-ce que nous communiquons sur nos problèmes de santé? Comment est-ce que nous communiquons sur nos crises sanitaires? On l'avait vu avec Ebola déjà, lorsque Ebola était arrivé, la stratégie de communication avait fait que beaucoup de gens, en quelque sorte, n'avaient pas eu accès à des services de santé ou plutôt fuyaient les structures de santé. Et pendant la Covid, pendant les premiers moments, il y avait déjà les traces d'Ebola qui étaient encore là, donc ce qui faisait que les gens avaient en quelque sorte peur lorsqu'ils entendaient parler d'une nouvelle épidémie, mais aussi les stratégies de communication n'étaient pas très bien alignées dès le début, et donc ce qui faisait que finalement les gens n'étaient pas dans la perspective non seulement de respecter les mesures qui avaient été imposées, mais en réalité non plus ne voulaient pas aller dans les structures de santé parce que pour beaucoup c'était beaucoup plus je veux dire dans les structures de santé où on serait beaucoup plus à risque d'être infecté. Donc, on a essayé en quelque sorte de regarder techniquement à la base, dans la mise en œuvre de la stratégie, comment cela a affecté les différentes activités socio-économiques des femmes. Et c'était très intéressant ce que nous avons observé, c'est que nous avons observé que chaque stratégie qui avait été mise en œuvre avait de façon très différente impacté les activités socio-économiques des femmes. Et ça, c'était vraiment intéressant à regarder. On a mentionné tout à l'heure justement la fermeture, par exemple, le cordon sanitaire qu'on avait mis entre Conakry et le reste du pays. Et vous vous en souvenez, je pense que les manifestations qui en ont suivi ont fait au moins 4 ou 5 morts, si je ne me trompe. En tout cas, sur la base de ce que les médias avaient rapporté, des faits que je n'ai pas vérifié moi-même, mais on s'est basé sur ce que les médias avaient rapporté
en ce moment. Et pour certaines femmes, c'était beaucoup plus parce que comme il n'y avait pas de déplacement entre les différentes villes, les coûts, par exemple, de transport de certaines marchandises étaient complètement doublés. Donc, ce qui les empêchait forcément de continuer leur activité socio-économique. Et je me rappelle de l'expérience d'une femme qui disait qu'habituellement, elle venait chercher le poisson très tôt le matin pour aller le revendre, ce qui leur permettait de faire beaucoup plus de marge bénéficiaire. Mais de par le fait que le couvre-feu était étendu jusqu'à une certaine heure, cela les empêchait forcément de se déplacer de Dubrika jusqu'à Conakry pour pouvoir venir chercher le poisson. Et quand elles arrivaient enfin, c'était presque la fin, les meilleurs poissons étaient déjà pris. Le peu qu'elles gagnaient aussi, quand elles arrivaient, bon, elles n'arrivaient pas à faire suffisamment de bénéfices. Donc certaines ont complètement perdu leurs activités. Et il y en a qui se sont retrouvés dans des situations qui ont causé au fait des détresses, puisque la plupart de ces femmes-là vont s'endetter et prendre cet argent-là justement pour pouvoir financer leur activité socio-économique. Alors, partant de ces quelques résultats, je voudrais mentionner que, donc, c'est vrai, il y a des défis qui existent en matière de réponse à nos différentes crises, notamment ce qui est lié au genre et ce qui est lié aux vulnérabilités, que ce soit maintenant les vulnérabilités en termes socio-économiques, que ce soit des vulnérabilités liées à la santé, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des opportunités qui peuvent être saisies, et ces opportunités-là incluent notamment le fait qu'il y a quand même des acteurs politiques qui sont très engagés dans la problématique au fait de l'égalité ou de la réduction des inégalités entre les deux sexes, n'est-ce pas? On a aussi sur le plan organisationnel quand même des départements qui sont soutenus par des points focaux genre qui peuvent plaider en faveur de l'intégration de la problématique du genre dans les différentes stratégies. Et il est important, comme Madame le disait tout à l'heure, que les prochaines réponses aux épidémies en Guinée soient des réponses qui intègrent suffisamment la problématique du genre pour ne pas qu'au-delà de l'épidémie, on ait plus de conséquences indirectes. On l'a vu avec Ebola, il y a eu beaucoup de morts qui n'étaient pas du tout liées à Covid. Et au jour d'aujourd'hui avec la Covid, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'études pour pouvoir en quelque sorte quantifier quel a été l'impact indirect en termes de décès, mais on sait que voilà, la vaccination a été affectée, l'accessibilité des services de santé a été affectée dans tous les sens. Et au niveau des ménages aussi, voilà, des projets ont été compromis, des projets de nuit, d'autres des activités socio-économiques complètement balayées. Donc, une réflexion autour de ça serait quand même assez intéressante à faire au jour d'aujourd'hui. Et une de nos recommandations que nous avions faites la dernière fois d'ailleurs, c'était que dans les années où, je veux dire, lors des prochaines épidémies, les stratégies de réponse doivent intégrer, au-delà des acteurs de la santé, des acteurs qui interviennent dans le domaine où les femmes sont les plus représentées. C'est-à-dire, c'est l'agriculture, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc, je vais m'arrêter là, vous donner l'opportunité peut-être